à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce dimanche 18 novembre. Dialogue des 5+5, ouverture à Alger de la conférence ministérielle Finances et Investissements. Cette session est conjointement présidée par le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, et le ministre français de l'économie et des Finances, Bruno Le Maire. Un programme de réalisation d'une quarantaine de silos est lancé à travers le pays. Des silos de stockage de céréales, 9 sont en voie d'achèvement à Djidjel. Et du football, l'équipe nationale de football affronte aujourd'hui son homologue togolaise en match comptant pour la 5e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAN 2019 à Lomé. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au souverain marocain, le roi Mohamed VI, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa ferme détermination à œuvrer à la consolidation des liens de fraternité et de solidarité qui lient les deux pays pour l'ancrage de relations bilatérales basées sur le respect mutuel. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé 5 décrets présidentiels portant ratification d'accords de coopération avec plusieurs pays. C'est ce qu'indique la présidence de la République dans un communiqué. Il s'agit du protocole annexe à la Convention générale entre l'Algérie et la France sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés, dispensés en France aux ressortissants algériens, assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie, signé à Alger le 10 avril 2016. Le deuxième décret signé par le chef de l'État porte ratification de l'accord de coopération entre l'Algérie et la Chine dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Pékin le 22 septembre 2017. Le troisième décret porte ratification de l'accord de coopération entre l'Algérie et la Chine, encore une fois, dans les domaines de la santé animale et de la quarantaine, signé à Pékin le 22 septembre 2017. Il s'agit également du mémorandum d'entente entre l'Algérie et le Mali dans le domaine de la solidarité nationale, signé à Bamako le 3 novembre 2016. Et enfin, le dernier décret porte ratification de l'accord entre notre pays et la Bulgarie sur l'exemption mutuelle des conditions de visa de court séjour au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de services, signé à Sofia le 23 mars 2018. Les travaux du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré pour la première fois à la réforme institutionnelle de l'organisation se poursuivent à Addis Abeba à huis clos pour ce deuxième et dernier jour. Durant ce sommet, les représentants des pays membres de l'Union africaine, des chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Ahmed Yahya, en sa qualité de représentant du président de la République, auront à examiner, à débattre du projet de décision sur la réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine finalisée lors de la 20e session extraordinaire du Conseil de l'Union africaine réunie les 14 et 15 de ce mois dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères y participe, Abdelkader Moussahel. Je vous propose d'écouter sa déclaration. إذا تنعقد هذه القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الاتحاد الإفريقي، وهذا يعني انطلاقا من قرار جاء في قمة نواكشوط في جويليا المنصرم، وهذه القمة يعني مخصصة لإصلاح المؤسسات للاتحاد الإفريقي. على هامش هذه الدورة أذكر كذلك يعني انطلاق صندوق الاتحاد الإفريقي من أجل السلم، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى. تجدر الإشارة كذلك أن المجال الإصلاحي جاء تعزيزا، وهذا يعني نقطة جد هامة، تعزيزا للميثاق الاتحاد الافريقي وتعزيزا كذلك لفكرة العمل المشترك الافريقي على المستوى القاري بالنسبة لتعزيز العمل الجماعي أو بالنسبة لتنفيذ كل ما جاء في قرارات من أفكار تدخل في إطار اندماجا كبيرا للاقتصاد الافريقي او تنسيقا كبيرا يعني للمواقف الافريقيه على المستوى العالمي. كانت الكلمه للوزير الاول الذي يشارك هنا كممثل فخامه رئيس الجمهوريه، كانت كلمه تعبر عن موقف الجزائر، وهو يعني الحفاظ على هذه الآلية لأنها آلية ثمينة في عالم يعرف تحولات كبيرة، والحمد لله يعني وصلنا إلى ما كنا نسعى إليه،
وخرجنا بتوصيات تعزز الدور الافريقي وتعزز العمل على المستوى القاري وتعزز حتى عمل المفوضية التي لها دور كبيرا. إلى حبينا أن القارة الأفريقية أو الاتحاد الأفريقي يبقى مستقل فيما يخص القرار، فلا بد علينا كدولة أفريقية أن نساهم ونشارك في تمويل يعني بعض الأولويات، وهذا ما حصل، وهي يعني أكثر وجود يعني تمويل إفريقي في كل ما هي إنجازات هامة وكل ما فيها برامج هامة، وهذا انطلاقا من تنفيذ برنامج 2063 للاتحاد الأفريقي. Les travaux de la 3e conférence ministérielle Finances et Investissements des pays du dialogue des 5+5 se sont ouverts ce matin à Alger en présence des ministres des Finances des pays de l'Union du Maghreb arabe, de l'UMA et de la rive nord de la Méditerranée. Cette session est conjointement présidée par le ministre des Finances Abdelrahman Raouia et le ministre français de l'économie et des Finances Bruno Le Maire. Cette conférence constitue une opportunité pour les ministres des Finances des pays des deux rives de la Méditerranée de se réunir et d'examiner diverses questions d'intérêt commun relevant des finances et de l'investissement. 3 principales thématiques portant sur l'échange d'informations et de renseignements dans le domaine douanier, l'attractivité de la politique fiscale pour l'investissement sans qu'elle soit dommageable, ainsi que les aspects financiers et d'investissement liés au changement climatique et à la transition énergétique seront abordés. Du développement local dans ce journal, la commune de Khaytar dans la wilaya d'El Bayad se distingue dans la région par son haut rendement dans le secteur agricole. Paradoxalement, les agriculteurs souffrent de nombreux problèmes qui les freinent dans leur développement. Ils appellent les autorités locales à réagir. Menel Boutwaba. Malgré l'appui des autorités en charge du secteur agricole et l'encouragement de tous les investisseurs à redynamiser et promouvoir ce pilier stratégique de l'économie nationale, les agriculteurs de la wilaya d'El Bayad, et notamment ceux de la commune d'El Khaytar, n'arrivent toujours pas à surmonter certains obstacles de taille. On n'a pas d'eau, on paye de nos poches pour créer des canaux d'irrigation qui nous coûtent chaque année 20 à 30 millions pour avoir une récolte convenable et encore, on se retrouve perdant à la fin. On est vraiment fatigué de cette situation. Deuxième point, il n'existe pas de canaux de commercialisation ou un marché wilayal pour récupérer la production. On souffre de cette situation depuis 2 ans. Chaque année, on enregistre un surplus de production d'oignons qui nous reste sur les bras. Il n'existe pas de chambre froide à proximité et celles qui existent sont très loin d'ici. Notre but est de développer l'agriculture dans cette région. On a demandé pour ça un réseau d'électrification rurale et de l'électricité pour les agriculteurs, le règlement des contentieux concernant les fonciers agricoles appartenant au Arch, sans oublier les chambres froides. L'État nous a soutenus en creusant des puits et en fournissant du matériel agricole. Reste le problème de l'électricité. Les autorités concernées affirment prendre en charge ces préoccupations et demandent plus de temps, notamment pour la régularisation de la situation juridique des propriétaires d'exploitations agricoles productives. La commune a bénéficié récemment d'un programme comportant 20 km de réseau électrique qui alimentera notamment les zones à haut rendement agricole. Concernant les problèmes de foncier, nous avons entamé actuellement une opération de recensement de toutes les exploitations agricoles productives, opération menée par la commission de Daïra. Comme vous le savez, nous sommes dans une région où il y a des terrains agricoles appartenant au Arch. Nous attendons le décret relatif à la régularisation de la situation de ces exploitations. Avec des rendements annuels qui comptent parmi les plus élevés de la wilaya, soit plus de 50 quintaux par hectare pour la céréaliculture et 30 quintaux par hectare pour les autres produits maraîchers de base, la commune de Khaytar gravit malgré tous ces problèmes une à une et avec succès les marches pour conquérir la première place du podium. La production du miel a quelque peu reculé cette année à Mascara. Le climat et l'utilisation abusive de pesticides en seraient la cause. Dans le même temps, beaucoup de jeunes s'intéressent à cette filière. 300 jeunes viennent de bénéficier des aides des différents dispositifs de l'État pour investir dans les ruches. Le reportage de Amaria Nahari, commentaire de Hassiba Abdallah. Comme à chaque matin, Rachid rend visite à ses abeilles. Ces ruches, il les a installées pas loin de chez lui, dans les montagnes Istanbul à Mascara.
J'adore ce que je fais. L'apiculture est une passion pour moi. C'est devenu mon métier. Je considère que le secret de la réussite dans n'importe quel domaine, c'est d'aimer tout simplement son métier. L'apiculture n'est pas facile. On travaille avec des insectes et c'est là où réside toute la difficulté. C'est différent des animaux chez qui on peut facilement reconnaître les signes d'une quelconque maladie. Il faut vraiment avoir de l'expérience quand on travaille avec les abeilles. Et pour l'avoir, il faut une bonne formation. Il faut aussi se rapprocher des apiculteurs expérimentés. Pour gagner sa vie, Rachid participe souvent à des expositions-ventes au centre de la ville, aux côtés d'apiculteurs venus de tout le territoire national. Nous avons 320 jeunes apiculteurs dont certains ont bénéficié de l'aide de l'ANSEJ, de la CNAC et de l'ANGEM. Nous avons un problème avec l'utilisation irrationnelle des pesticides et des insecticides. En effet, l'utilisation abusive de ces produits phytosanitaires sont en partie la cause de la régression de la production de miel dans la wilaya de Mascara. Et ce, malgré une nette augmentation du nombre d'apiculteurs et des colonies d'abeilles. Renforcer le stockage des céréales, 39 silos doivent être réalisés à travers tout le territoire national dans le cadre d'un programme. 9 sont en voie d'achèvement à Djidjel d'une capacité de 50 000 tonnes. Céline Ben Saïdi. 9 silos en béton armé d'une capacité de 50 000 tonnes destinés au stockage des céréales sont en phase d'achèvement. Un projet qui devrait renforcer la capacité de stockage de céréales, à savoir le blé dur, le blé tendre et l'orge. Un projet constitué de 16 cellules et relié au réseau de chemin de fer pour faciliter l'opération d'acheminement vers les wilayas limitrophes. C'est un projet qui fait partie du programme du président de la République et qui vise à la réalisation de 39 silos à travers tout le territoire national, dont 9 silos en béton armé ici à Bazoul. Ce projet a pour objectif de réduire le temps d'accostage des bateaux et aussi créer des postes d'emploi. Le taux de réalisation des travaux est estimé à 85%. L'ouvrage et tous les aménagements nécessaires seront livrés le mois de juin prochain. Des silos en béton armé, parmi les 9 silos nous avons à travers l'Algérie, où alhamdoulilah, on a bien passé, on a bien avancé. Pendant 2 ans, on a presque arrivé à 95% des travaux. Je parle beaucoup plus génie civil. Il nous reste la phase d'installation des équipements pour beaucoup plus c'est l'industrie. Normalement, la fin de juin 2019, il sera prêt pour sera opérationnel, même pour les autres sites aussi, les 9 silos à travers tous les wilayas. Ce projet stratégique vise à renforcer les capacités de stockage des céréales et veille à la disponibilité suffisante et à tout moment des céréales. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Skikda et à Chlef 2 éléments de soutien au groupe terroriste, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Tiaret et à Rerdaya un narcotrafiquant et saisi un peu plus de 100 kg de kif traités. Et enfin, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté à Tamanrasset 60 immigrants clandestins de différentes nationalités. L'actualité internationale, en bref, ce matin, en Syrie, le régime de Bachar el-Assad a repris hier au groupe terroriste autoproclamé État islamique sa dernière poche dans le sud de la Syrie. Naïma Haouch. Les troupes gouvernementales ont repris au groupe terroriste autoproclamé État islamique sa dernière poche dans le sud de la Syrie au moment où des frappes de la coalition ont fait des dizaines de morts dans l'est du pays en guerre. Les affrontements entre les deux camps ont tué depuis fin juillet 245 soldats contre 425 terroristes. Ce nouveau revers pour le 8 intervient moins de 10 jours après la libération par l'armée syrienne de 17 otages druzes enlevés le 25 juillet par le groupe dans la province méridionale de Souaïda.
Au moins 40 Palestiniens ont été blessés, dont 2 grièvement vendredi par des balles réelles des forces d'occupation israéliennes lors des marches hebdomadaires pacifiques du retour à l'est de la ville de Gaza. D'autres ont été asphyxiés par le gaz lacrymogène. La semaine dernière, au moins 14 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés à Gaza en 48 heures suite à la dernière agression menée par l'aviation militaire israélienne et également de l'assaut terrestre contre les populations de Gaza, ayant suscité des réactions de la communauté internationale qui a dénoncé le ciblage de la population civile. Au Yémen, des combattants houthis se mobilisent à Sanaa pour combattre à Hodeïda malgré l'interruption de l'offensive des forces pro-gouvernementales sur la ville portuaire tenue par les rebelles de Hodeïda, alors que la pression internationale s'accentue pour une cessation des hostilités et une reprise des pourparlers de paix. Selon des témoins, chaque fois qu'une trêve est annoncée, quelque chose de pire se passe dans la cité portuaire de Hodeïda, qui bénéficie d'une pause dans les combats meurtriers entre forces loyalistes et rebelles houthis. Les habitants échaudés sont nombreux à craindre une reprise des violences. Après un an de recherche, l'épave du sous-marin argentin Juan Juan, disparu avec ses 44 membres d'équipage le 15 novembre 2017, a été découverte au fond de l'océan. Il est entier, mais il a implosé. Il se trouve à 870 mètres de fond, a déclaré un responsable de la base après avoir rencontré les familles des victimes. Des bâtiments d'une dizaine de pays avaient mobilisé des moyens inédits pour tenter de localiser le sous-marin, mais en vain. La marine avait poursuivi alors les recherches avec de faibles moyens. Du sport, football, l'équipe nationale de football affronte aujourd'hui son homologue togolaise. Un match comptant pour la 5e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Verts, conduits par le président de la Fédération algérienne de football, Kherdin Zotchi, sont arrivés vendredi à Lomé avec l'ambition d'arracher les 3 points de la victoire et arracher leur qualification à la CAN 2019 au Cameroun. La sélection algérienne de football a effectué hier au stade communal de Lomé son ultime séance d'entraînement. La rencontre se jouera cet après-midi à 17h, heure algérienne. Les artisans chocolatiers, un métier qui commence à devenir de plus en plus en vogue en Algérie. Un jeune Algérien vient de claquer la porte à toutes ses années de formation en tant qu'ingénieur pour ouvrir sa chocolaterie. Une passion avant tout pour Semir et Melik. Ils seraient tombés dedans déjà tout petits et aujourd'hui ils nous font partager leur gourmandise. Le reportage de Lamia Boudbouda. La Touche Chocolat est une nouvelle chocolaterie artisanale qui vient d'ouvrir ses portes à Alger, avec un florilège de formes et de saveurs qui donnent l'eau à la bouche. Un grand assortiment de petits chocolats exquis orne le présentoir. Nous avons le plaisir de vous faire entrer dans le petit atelier où on retrouve Semir et Malik, les 2 amis devenus associés. Semir, d'ingénieur en affaires, il se transforme au fil des ans et des expériences en artisan chocolatier. Bon, j'ai fini mes études d'ingénieur d'affaires et puis juste après, je me suis passionné pour ça parce que si on tombe dans la bassine à chocolat, c'est difficile de ressortir. Donc, jour après jour, je me suis approfondi dans cette matière noble qui est le chocolat. Et je fabrique tous mes bonbons par passion, voilà. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller plus loin et à ouvrir une boutique avec mon associé. Quant à Malik, il a fait ses débuts à la pâtisserie. Sa rencontre avec Semir s'est soldée par l'ouverture de cette enseigne. Il a la passion des bons ingrédients. Les débuts, ça fait كنت نخسر بزاف شوكولا في الحقيقة. كنا نشرو نضربو نخسرو مي تعلمنا افيك لو براتيك حنا الشوكولا تاعنا اون يوتيليز موان دو سوكر بوسيبل افيك سي دي شوكولا فري. Après avoir fait fondre des pistoles ou pastilles de chocolat, Semir prépare les coques, ce qui demande un savoir-faire et une maîtrise de la matière et surtout du tempérage. Une fois la coque prête, on passe au fourrage à la ganache de framboise. Et c'est là que réside le secret de fabrication d'un artisan chocolatier. Ce qui compte le plus, c'est de percer dans mon métier et pour être encouragé et percer le plus possible dans mon métier, c'est ça qui m'encourage. Donc c'est l'expression des gens, c'est les gens qui goûtent votre chocolat,
qui vont vous donner plus envie d'aller plus loin. La touche chocolat, c'est aussi des chocolats personnalisés avec des photos, logos ou votre prénom. Vous pourriez aussi succomber au charme des plaques gourmandes à casser. Alors monsieur, vous êtes, je crois, un amateur de chocolat. Effectivement, donc j'en achète souvent quand je voyage. J'ai même vécu en Suisse et du coup j'aime le bon chocolat et je suis passé un jour par hasard ici parce que je travaille à côté et ça m'a plu. Et de temps en temps, quand j'ai envie de me faire plaisir, je passe prendre une petite quantité, mais quand on veut se faire plaisir et qu'il y a de la qualité en Algérie, autant l'acheter dans son pays. Du chocolat noir au chocolat praliné, en passant par les ganaches, la touche chocolat met à votre disposition tout son savoir-faire pour émerveiller vos papilles. La zone aride du sud de Khenchela renferme le lac de Mehmel. Le plan d'eau constitue une halte pour de nombreux oiseaux migrateurs. Je vous propose de le découvrir dans ce reportage de Rahim Abdelaziz. De la région steppique de Fouris, on remonte vers le nord-est où s'impose la zone humide de Mehmel. La circonscription des forêts de Mehmel renferme l'une des zones humides de Khenchela. Il s'agit de la Sebkha de Mehmel. En période d'inondation, la zone humide atteint les 600 hectares. C'est une zone humide au milieu aride. Cette zone humide de Khenchela est située à 1100 mètres d'altitude du niveau de la mer. La zone humide de Mehmel est de type continental. Celle-ci renferme une riche biodiversité floristique et surtout avifaunistique. Cette zone humide revêt une grande importance pour l'avifaune. Ce site lacustre est fréquenté de décembre à juin par de nombreux oiseaux migrateurs. Une riche avifaune fréquente la Sebkha de Mehmel. Parmi ces oiseaux migrateurs s'impose le flamand rose. Les flamands roses s'apprêtent à quitter le lac. Parmi ces oiseaux migrateurs, on trouve aussi les canards siffleurs, le souchet, le colvert, la tadorne de Kazakh et la tadorne de Belon. Il s'agit d'espèces protégées par des lois aussi bien nationales qu'internationales. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mel Laribi pour les prévisions météo. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous ce soir avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.